Bonjour, bienvenue pour cette huitième partie du championnat du monde. Toujours un point d'avance pour Carlsen. Nepomniachtchi a les noirs aujourd'hui. Prendra-t-il des risques pour essayer de rattraper son retard ou attendra-t-il sagement la journée de repos demain pour envisager une stratégie de match la plus pertinente? Et pour Carlsen, souhaite-t-il, avant la journée de repos, asséner un uppercut supplémentaire, histoire de mettre son adversaire un peu plus KO? Pour réponse, voici la partie. Il décide, Carlsen, de jouer E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Ce sera la défense russe, la défense Petrov, déjà jouée lors de la partie 4. Magnus avait lors de cette partie joué cavalier prend E5 et finalement Nepomniachtchi avait plutôt bien géré cette ouverture qui avait abouti au résultat nul. Alors, Magnus finalement joue D4. Il cherche une autre voie pour lutter contre la Petrov. Il utilise la vente moderne. L'idée blanche est d'attaquer, d'accélérer le développement tout en forçant les noirs à prendre une décision au centre puisque l'attaque sur le pion E5 est double. Dans ce contexte, la stratégie pour les noirs est de supprimer le pion E4 puis de pousser le pion libérateur D5. C'est ce qui se passe. Après cavalier prend E4, eh bien, le pion central est supprimé. Les noirs doivent reprendre ce pion. Mais de quelle manière? Est-ce que la prise immédiatement est intéressante? Eh bien non, parce qu'après fou C5, le pion F2 est sous pression. Et ce n'est pas dame D5 qui va changer la donne, puisqu'après fou prend F2, roi E2 ou roi D1, le coup F5 permet aux noirs d'obtenir une bonne partie. Le côté amusant de la chose, c'est si cavalier prend E5, on aurait pu faire D6 avec les noirs, cavalier F3 et D5, et fou D3 permet de retrouver la partie numéro 4 par transposition. Carlsen ne veut pas de cette répétition, choisit fou D3 et accélère son développement, attaque le cavalier et verra plus tard pour la reprise du pion E5. Le coup logique, c'est D5. Permettez-moi tout de même de vous faire part d'une trouvaille géniale du grand maître international Jacob Murray, très connu pour son imagination fertile aux échecs. Et n'hésitez pas à cliquer sur pause pour essayer de deviner cette nouveauté qu'avait eu Jacob Murray. Eh bien, cette nouveauté, c'était cavalier C6. Incroyable, laisse en prise le cavalier E4. Il ne s'en occupe pas en apparence, car si fou prend cavalier, eh bien il y a le fameux D5, c'était ça l'idée de Jacob Murray, et après E4 d'effectuer une attaque double sur le fou et le cavalier qui permet de récupérer la pièce avec une position relativement égale. Ce n'est pas dame E2 qui va changer la dame, puisque dame E7 permet à nouveau de créer ces deux menaces. Alors ce qui est encore sympathique aussi après cavalier C6, c'est que les blancs auraient pu avoir l'idée de jouer D5 pour éviter justement le coup libérateur. Et là encore, les noirs ont de la suite dans les idées, puisqu'après cavalier F6, le cavalier se retire, pion prend cavalier C6 normal, et bien il y a le coup E4, et après C prend D7, dame prend D7, il y a une égalité approximative. Encore une fois, dame E2, dame E7, et finalement les noirs obtiendront une position relativement égale. Bref, ces positions auraient pu être envisagées par Nepomniachtchi. Il décide de jouer D5, c'est un coup tout à fait naturel. Et maintenant, eh bien, le cavalier a pris le pion E5. Un petit mot pour D prend E5. Si D prend E5, il y a une manœuvre standard qu'il faut connaître du côté noir. Les noirs jouent fou E7 pour préparer le petit roc. Et après petit roc naturel des blancs, il y a la manœuvre cavalier C5 qu'il faut retenir, qui permet d'attaquer le fou et de donner une position correcte pour les noirs. Cavalier prend E5 est quelque part logique. Le cavalier est posté sur cette case forte, a un rayonnement intéressant. Les noirs décident immédiatement de chasser ce cavalier et les blancs décident de prendre le cavalier. Il faut dire que si jamais petit roc, eh bien vous avez pour les noirs une manœuvre qui va amener une sorte d'égalisation, celle que dont je vous ai fait part tout à l'heure, c'est-à-dire cavalier prend E5, puis on prend et cavalier C5, vous voyez, toujours cette manœuvre qui permet de faire pression sur le fou et qui donne une position à peu près correcte pour les noirs.
Alors je ne vais pas insister aussi sur les possibilités KE prend F7 qui sont normalement égalisantes pour les noirs et les blancs. Mais le coup KE prend D7 est tout à fait logique. Les blancs misent sur leur avance de développement. Fou prend D7. Et maintenant, que jouer avec les blancs? Alors, les blancs ont joué cavalier D2. On va essayer de comprendre ce coup. Le coup cavalier C3 qui pourrait permettre d'attaquer le pion et le cavalier en même temps permet aux noirs de détériorer la structure de pion avec cavalier prend C3, B prend C3 et après fou D6. Le coup dame H5 est plutôt bien supporté avec dame E7 échec. On profite du fait que le roi blanc n'a pas roqué pour justement faire cet échec intermédiaire qui va permettre après fou E3 de protéger le pion D5 et de préparer éventuellement le grand roc pour les noirs avec un jeu tout à fait convenable. L'idée alors serait de roquer pour éviter justement ce problème sur l'échec, mais là les noirs ont l'opportunité de jouer immédiatement fou D6. Un coup important à retenir dans ce cas de figure, et les blancs semble-t-il n'ont pas l'opportunité de profiter immédiatement de la colonne E. C'est-à-dire qu'ils pourraient avoir le coup légitime tour E1 pour clouer le cavalier ou menacer le gain d'un pion. Mais n'hésitez pas à cliquer sur pause, qu'est-ce que vous pourriez envisager de jouer avec les noirs? Eh bien, il faut retenir cette configuration avec ces deux fous. Ça rappelle un petit peu le gambit Marshall, avec l'orientation de ces deux fous vers le roi blanc, et la possibilité pour la dame de s'installer vers H4 pour appuyer l'attaque. Ici, déjà, les noirs peuvent envisager fou prend H2, et la collaboration dame-cavalier fait que les noirs ont l'opportunité d'effectuer déjà une répétition, un échec perpétuel. Donc, le petit roc est un peu tôt. C'est pour cette raison que cavalier D2 a l'opportunité d'effectuer une attaque sur le cavalier immédiate, d'éviter la dénaturation de la structure de pion, et ensuite les blancs envisageront le petit roc avec l'élimination de ce cavalier qui donnera moins d'attaque pour les noirs. Les noirs ont décidé de prendre le cavalier, un coup naturel, même si une autre option aurait pu être envisageable, peut-être F5, qui certes affaiblit l'aile roi, je suis d'accord, mais en même temps, cette diagonale, mais en même temps peut-être était l'opportunité pour les noirs d'essayer de tenir cette position avec un jeu qui paraît solide. Ceci dit, KV prend D2, c'est logique, fou prend D2, et à ce moment de la partie est arrivé quelque chose d'assez incroyable, c'est que les noirs ont décidé de jouer le coup surprenant fou D6. Très étonnant car ce coup fou D6, car les noirs vont oublier les problèmes sur leur roi en fait. Sur la colonne, on va voir pourquoi. A contrario, la solution de faire échec semble plus logique. La stratégie noire, qui me semble la plus raisonnable, est de ne prendre aucun risque et attendre la journée de repos pour évaluer éventuellement les pistes les plus intéressantes pour prendre en défaut Carlsen. Or, avec Dame E7, c'était tout à fait le cas. Par exemple, Roi F1, ça aurait été permettre aux noirs de jouer Grand Roc, et on ne peut pas dire que les noirs soient moins bien. Ici, Dame E2 permet éventuellement aux noirs d'échanger les dames. Après Grand Roc, il n'y a pas de souci particulier. Ceci dit, avec Fou D6, c'est le contraire. Nepomniachtchi va se mettre tout seul en difficulté et Carlsen n'en demandait pas tant. Les blancs maintenant rock, et longue réflexion de la part de Nepomniachtchi qui se rend compte de la difficulté de sa position. Pourquoi? Déjà, le coup fou prend H2 qui avait marché tout à l'heure ne fonctionne plus, car il n'y a pas de cavalier ou de tour qui est placé en E1 qui peut profiter de l'affaiblissement, en tout cas, de la zone du roi. Donc après dame prend D4, certes, gagne encore un pion, mais après fou C3, l'échec de la tour plus l'attaque sur pion G7, etc., donne l'initiative aux blancs. Donc l'attaque directe ne fonctionne pas. L'arrivée de la dame en H4 pour attaquer le pion H2, ça aurait pu être sympa, mais après G3, la dame est chassée, dame prend D4 et fou C3. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, les blancs sont mieux. Et le coup naturel roc alors.
Ben oui, ça aurait été sympa, mais le problème c'est qu'il y a dame H5. Et dame H5 qui attaque H7 et D5, eh bien pose des problèmes de défense. Et de cela, Nepomniachtchi ne voulait pas. Il ne voulait pas défendre en fait la position. Il voulait essayer d'attaquer. Mais ici, peut-être qu'après dame H5, il y avait encore F5 qui pouvait tenir, mais ce n'est pas fou G5. Certes, avec ce coup, ils ont l'initiative, mais avec dame E8, on propose d'échanger dame, qui peut être refusé par les blancs, d'accord. Dame G6, qu'il pouvait y avoir une contre-attaque. La prise en D5 serait exposée à fou E6. Donc ça voudrait dire fou F4, et la position certes est meilleure pour les blancs, mais rien n'est encore clair sur la manière de tirer nettement profit de la position du côté blanc. Donc, malheureusement, disons que le roc n'a pas été joué, et après longue réflexion, le joueur russe décide de jouer H5. Encore un coup surprenant dont une des idées, bien entendu, est d'empêcher dame H5, certes, mais cela représente une prise de risque importante sans raison apparente. Le roi noir est encore au centre et l'attaque sur l'aile roi blanche semble insuffisante. Donc Carlsen décide de jouer un coup qui a surpris les commentateurs, et ça peut être tout à fait logique. Normalement le coup naturel c'est tour 1 tout simplement, et puis le roi pourra aller en F8 ou le fou pourra aller en E6, mais avec des difficultés certes pour les noirs assez conséquentes. Là, il décide de jouer dame E1. Alors, avec ce coup, le roi est immédiatement attaqué, bien entendu. Carlsen a certainement pour objectif de créer un tandem dame et fou, et on va voir pourquoi. Nepomniachtchi joue un coup encore une fois surprenant. Il joue roi F8. Il veut conserver les dames. Les noirs pensent pouvoir obtenir des chances d'attaque. Donc, H5 pour attaquer, la tour peut-être va aller quelque part. La dame est conservée pour essayer d'attaquer avec la paire de fous. Donc il veut conserver sa dame, il estime qu'il en a encore le temps. Pourtant, il fallait être raisonnable ici, vraiment. Jouer dame E7, proposer l'échange des dames. Et finalement, après par exemple fou G5, dame prend dame, tour F prend E1 et roi F8. Et l'avantage noir et l'avantage blanc est plutôt symbolique. Les noirs vont pouvoir trouver une solution pour notamment peut-être échanger. Bref, avec l'absence des dames, la position noire est certainement tout à fait défendable. Mais ce n'est pas le cas. Nepomniachtchi décide de conserver sa dame et de jouer roi F8. Et Carlsen va pouvoir mettre en place son plan. Son plan est d'obtenir un milieu de jeu sans difficulté et une finale avec de belles perspectives. Pourquoi? Parce qu'il va proposer l'échange du bon fou et faire en sorte que ce fou reste mauvais et pose des problèmes à terme pour les noirs. Dame 7, donc maintenant fou prend fou, dame prend, donc il élimine un fou d'attaque. C'est tout à fait bon pour lutter contre Nepomniachtchi qui souhaitait lui attaquer. Ce fou reste une pièce mauvaise et le roi est toujours c'est toujours un problème parce que les deux tours ne sont pas liés. Et maintenant, recyclage de la dame qui permet à celle-ci d'envisager d'aller sur les cases noires aussi bien l'aile roi que sur l'aile dame. N'oublions pas le fou qui est supérieur à celui-ci en raison de ce pion notamment mal placé. Et les deux tours liés alors que les deux tours ne sont pas liés. Tour 8 est joué, et là que faire? On a le sentiment que lorsqu'on a l'avantage avec les blancs, il faut éviter les échanges. En fait, ce n'est pas le cas ici. Tour AE1 est tout à fait logique, avec une proposition d'échange des tours. Pourquoi c'est logique? Parce que cette tour ne joue pas. Donc, si vous enlevez avec les noirs la pièce la plus active, elle va être remplacée par une autre pièce active. Et de plus, toute l'aile dame va être affaiblie en raison de l'absence de cette tour, ce qui va rendre le roi plus faible. Donc voilà pourquoi l'échange d'une paire de tours ne gêne absolument pas les blancs. Les noirs jouent tour H6, cela peut se comprendre, c'est au moins le mérite d'avoir échangé le fou de case noire, c'est d'essayer d'activer cette tour. Mais là, les blancs ont de la suite dans les idées, ils vont prendre l'option de jouer sur case noire, c'est-à-dire dame G5,
et de faire en sorte que cette tour ne puisse pas bouger en raison du problème de H5. Et cette dame qui attaque C6, D5 pose problème. Donc C6 est logique. Mais on aurait pu regarder également F6. Mais dans ce cas de figure, on échange d'abord la tour. On recycle la dame en E1 pour contrôler la colonne E. Et là, en l'occurrence, si par exemple le fou D7, on a tour E1 avec domination de la colonne. Et on s'aperçoit surtout que cette tour n'a pas énormément de jeu ici. Parfaitement maîtrisé par le fou sur la case G6. Donc, les noirs jouent un coup naturel. Ils jouent C6 pour consolider le pion D5. Et le choix des blancs est clair. Ils décident donc de prendre la tour. Fou prend E8 et d'installer la tour en 1 afin de dominer la colonne. Vous allez me dire, mais ils peuvent jouer tour E6 pour contester cette colonne. Le problème, c'est que vous allez voir un élément intéressant, instructif sur la configuration blanche. Regardez bien ce fou en D3. On va d'abord prendre la tour. Dame prend E6 pour éviter une dégradation de la structure. Par exemple, dame prend E6 pour essayer d'avoir la colonne E. Et là, les blancs n'hésitent pas à faire dame prend H5 parce que sur dame E1, il y a fou F1. Vous voyez, ce retrait de fou permet ainsi de protéger le roi des échecs de la dame. Et les blancs se retrouvent avec un pion de plus. Donc sont mieux. Après tour E1, c'est le moment choisi par Nepomuceno de dire voilà, je te propose d'échanger dame. Ils comprennent que cet échange faciliterait la gestion de leur partie. Mais c'est déjà trop tard. Carlsen a bien compris qu'il tenait le destin de cette partie entre ses mains et qu'il a besoin de la dame pour cela. Pourquoi? Parce que le roi noir est dans une situation précaire. Les pièces noires manquent de coordination. Donc pas question d'échanger les dames. Au contraire, ils vont jouer dame E3. Ils vont occuper la colonne, faire pression sur le fou E8. Fou D7 est joué pour éviter ce genre de pression. En sachant que si jamais il y a proposition d'échange avec dame E7, il y aura toujours dame D2 en jeu qui pourra protéger bien sûr la tour et laisser la dame l'opportunité de s'installer sur la diagonale noire A5, B4, etc. selon les besoins. Donc toujours l'initiative. C'est pour cette raison que les noirs préfèrent jouer d'abord fou D7. Et comment continuer? En fait, dans ce cas de figure, on a tendance à dire il faut avancer, avancer, avancer. Mais ici, un coup de consolidation tel qu'H3 est très très solide et très embêtant pour l'adversaire. Ce coup H3 permet de restreindre l'activité du fou. Ce coup H3 permet d'obtenir une case de fuite au roi et d'éviter tout souci sur la première rangée. Donc on voit bien que Carlsen est très prudent, il a l'avantage et il cherche avant tout à éliminer tout contre-jeu possible de la part des noirs. Une très belle attitude à retenir pour nous joueurs. Là-dessus, les noirs jouent H4. Toujours pareil, si dame E6, vous n'acceptez pas l'échange des dames et dame E2 pour conserver toute option avec les blancs. Donc H4. Et là, encore une fois, c'est intéressant la manière dont les blancs ont continué cette partie. Il faut vous créer des cibles, il faut créer de nouveaux objectifs. Mais où? De quelle manière? Eh bien, le coup C4 est très instructif. Il cherche à ouvrir le jeu. Et pour cela, il utilise le levier C4, D5 pour se créer des cibles. L'idée est de prendre en D5, de faire en sorte que ce pion devienne une cible sur case blanche. Mais les noirs décident de prendre eux-mêmes et de créer un pion isolé. Ceci dit, après fou prend C4, certes il y a un pion isolé, mais le fou a obtenu de nouvelles perspectives sur cette diagonale. Et surtout, les blancs ont obtenu quelque chose d'instructif que je vous laisse le soin de découvrir après B5, le coup joué par Nepomuceno. Et bien après ce coup B5, les blancs ont l'opportunité de jouer le coup intermédiaire dame A3, donc laisse le fou en prise pour un coup encore plus fort, c'est-à-dire cet échec sur le roi. Qu'aurais-tu dû jouer au lieu de B5? Peut-être dame D6, mais même là c'était difficile. Après dame B3, pression sur F7, pression sur B5, donne du jeu. Et les blancs, finalement, après cette variante éventuellement, vont montrer toute la puissance
de la coordination de leurs pièces avec Dame As-3 qui peut attaquer le roi, le pion cible qui est une faible, la colonne E, bref, c'est beaucoup d'avantages pour les blancs. La position était difficile à défendre, mais B5, c'est encore plus difficile. Dame A3, échec, coup intermédiaire très fort. Et si jamais Dame D6, que jouez-vous? C'est là le problème en fait. Les noirs peut-être avaient pensé avoir le temps de jouer un tel coup, mais Dame prend A7, excellent. Et sur B prend fou, il y a le mat. Horrible, horrible constat pour le joueur russe. Alors, Dame D6 n'est pas possible, donc Roi G8, il faut le jouer. Et là, Dame prend A7, pas d'inquiétude pour l'avenir du fou, puisque le fou D7 est également faible. Les noirs, visiblement, ne cherchent pas le combat. Ils sont peut-être dépités. Ils défendent de manière passive. Est-ce que fou prend H3 était envisageable avec des complications liées à Dame prend F7, etc. Dame prend F7, tour E8 échec, Roi H7, fou prend F7. Bref, toute cette position pouvait être intéressante, compliquée. Certes, les blancs avaient quand même l'initiative et un jeu supérieur. Mais les noirs décident, au lieu de fou prend H3, de jouer Dame D8. Visiblement, ils acceptent passivement la faiblesse de leur position. Et les blancs peuvent jouer fou B3 avec le gain d'un pion, une position dominante sur la colonne, un roi noir pas très en forme, une tour qui manque d'activité. Ce sera difficile pour les noirs de pouvoir orienter leur jeu de manière positive. Ils essayent avec tour D6 de faire pression sur le pion D4. Ils ne bougent pas le fou D7 pour éviter une attaque sur F7. Pour l'instant, le pion D4 est protégé par la dame A7, ce qui permet finalement aux blancs de jouer tour E4, surprotège le pion D4, vise peut-être l'attaque sur H4, si la dame se retire, la dame noire. Fou E6, proposition d'échange, essaye de soulager la position, mais Carlsen n'hésite pas. Il n'hésite pas à simplifier, voilà, à simplifier. La liquidation, en fait, permet aux blancs d'obtenir une finale de dame avec peu de chances de perpétuel, puisque vous allez voir qu'après dame C5, le jeu est relativement très solide pour les blancs. Ils peuvent envisager de se créer un pion passé, peut-être B3, A4. Donc très compliqué pour les noirs de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Ils ne cherchent pas à essayer de consolider la position avec dame D5. Ils estiment que dame A5, ils veulent absolument trouver du contre-jeu avec l'attaque ici sur le roi blanc et sur le pion. Et les blancs relèvent le défi, bien entendu, parce qu'ils sont beaucoup mieux placés. Dame prend C6 avec une attaque sur E6. On va voir que dame E1 ne suffira pas. Roi H2, dame prend F2, avec cette idée d'échec perpétuel. Mais ce n'est qu'une idée, il n'y a pas d'autre idée en plus. Donc ça va donner plus de jeu aux blancs. Dame prend E6, roi H7, dame E4, roi G8, maîtrise d'échec perpétuel. Alors maintenant B3. Donc dame prend A2, dame E8, roi H7, dame prend B5. Les blancs n'hésitent pas à prendre à nouveau un pion. En fait, ils s'assurent la finale, ils s'assurent la promotion d'un des pions B3 et D4. Et maintenant dame F2. Donc la seule chance des noirs est d'essayer de faire une perpète avec dame G3, dame E1. À partir de là, les blancs doivent tenir compte de cette menace et faire en sorte de l'éventer tout en essayant de progresser avec ses pions. Ça sera le plan des blancs. Ça serait intéressant si vous avez un module d'analyse de le jouer avec les blancs pour voir de quelle manière vous allez progresser pour éviter le contre-jeu noir. Là, la centralisation de la dame est logique. Elle permet de contrôler cette case G3, de contrôler la case F4 et de contrôler toute la colonne. Le danger maintenant pour les noirs, c'est la poussée du pion. C'est pour cette raison
que les noirs jouent dame B2 pour clouer ce pion et pour essayer de prendre ce pion. Comment poursuivre avec les blancs? Eh bien, il faut essayer d'imaginer un plan basé sur dame 4. Regardez bien, dame 4 échec, attaque le roi, roi G8 et dame D3. Certes, la prise du pion H4 aurait peut-être pu être envisageable, mais dame D3 montre au noir la volonté de la part des blancs de protéger bien sûr B3, mais d'accompagner l'avancée du pion D4 en D5 tout en contrôlant la case G3 d'échec. Dame F2, certes. Allez, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière vous pouvez envisager cette position avec les blancs pour essayer d'éviter des éventuels échecs perpétuels. Donc regardez bien. Vous avez cette idée peut-être dame échec, etc. Est-ce que ce coup, on peut l'éventer? Eh bien, Carlsen va démontrer que c'est possible avec dame C3. Dame C3 qui permet de contrôler la case E1, qui permet de contrôler la case G3. Vous voyez que ce sont des coups prophylactiques qui évitent le contre-jeu adverse et qui peut amener également à amplifier le propre jeu blanc en avançant les pions. Dame F4 est jouée, ok, roi G1, ça a été prévu, et on s'aperçoit que la dame n'a pas d'échec à sa disposition, tout est contrôlé, la case E3, la case C1, difficile, roi H7, roi H7 va permettre dame D3 le recyclage, pourquoi? Eh bien, je vous laisse le soin de trouver la réponse. Il va jouer dame D1 qui évitera tout contre-jeu et qui surtout va amener le pion à être avancé sans difficulté. Donc dame D1, excellent. Sur dame E3, il n'y a plus qu'à faire roi H1. Et là, on s'aperçoit que l'avancée du pion D4 est inexorable, impossible à protéger. Alors vous allez me dire, il aurait pu jouer tout de suite D5, mais peut-être qu'il n'avait pas envie tout simplement de donner du contre-jeu à l'adversaire. Quel est ce contre-jeu? Eh bien, donner la possibilité de faire échec au roi. Et si jamais roi H2 de revenir en F4. Et si jamais G3 de faire dame F2. Vous voyez, tout ça, il n'avait pas envie d'avoir cette possibilité-là. Donc pas de contre-jeu adverse. Si dame C1, roi F2, vous allez me dire, mais oui, mais ça serait l'exposer à des échecs. Il n'y a pas de raison aux échecs, lorsque vous avez l'avantage, de vous compliquer la vie. Donc ne vous pressez pas, faites en sorte de bien comprendre le contre-jeu de votre adversaire et de le réduire à sa plus simple expression, c'est-à-dire à rien du tout, avec dame D1 tout simplement, dame E3 est vite canalisée avec roi H1, et maintenant la poussée du pion donc D4 est inexorable. G5, la seule chance des noirs c'est d'avancer ses pions, d'essayer d'ouvrir l'abri de ce roi blanc parfaitement sécurisé. D5 est quand même joué, G4, H prend G4, permet d'éviter soi-même G prend H3. Donc H prend G4, H3 pour ouvrir, mais là, dame F3 suffit au bonheur des blancs, puisque l'attaque sur le pion H3 permet aux blancs d'obtenir le gain. Nepomucci a abandonné à ce stade de la partie. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre à ce moment précis. Il faut dire qu'après H prend G2, les blancs peuvent très bien reprendre avec le roi. Dame D2, ils peuvent éviter tout échec. Et à terme, les blancs vont progresser au fur et à mesure avec Dame F5 et prendre le jeu à leur compte. Avec autant de pions, l'avantage blanc est assez consistant qui amène Nepomucci à éviter de jouer une partie perdante et difficile à supporter. Donc, après dame F3, abandon. Partie certainement qui sera très difficile à digérer pour Nepomucci. Je pense que la partie qui avait plus de 130 coups a dû être très dure pour les deux joueurs. Et notamment pour Nepomucci qui a vu éventuellement des possibilités de pouvoir retourner la situation et même peut-être prendre l'avantage qui n'ont pas été utilisées. Ça use, ce n'est pas facile à assumer.
Autant dire que bien sûr le résultat est excellent pour Carlsen qui pourra profiter pleinement de sa pause pour élaborer une stratégie de consolidation de son avantage. Son adversaire qui aurait pu aujourd'hui éviter de prendre de tels risques va devoir bien récupérer et chercher le meilleur angle pour le déstabiliser. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, pour la prochaine partie. Merci.